bien compris, le message ce soir, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Nous avons accepté avec difficulté, mais avec détermination, cet accord pour permettre l'une des priorités de cette guerre, c'est-à-dire ramener les otages à la maison, en l'occurrence les enfants et les mamans. Et dans un deuxième temps, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ainsi que Benny Gantz ont tous été clairs. L'objectif également de cette guerre, c'est d'écraser le Hamas et de permettre, bien évidemment, de pouvoir penser à l'après-guerre. Alors avec nous, nous allons les rejoindre dans quelques instants. Le général de réserve Eitan Dangot, merci d'être avec nous. Je viens à vous dans un instant. Nous avons également A qui est de l'unité des tankistes. Il nous a fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir parce qu'il a combattu ces dernières semaines dans la bande de Gaza. Vous allez l'entendre, c'est exclusif pour l'émission Défense. Et avec moi également Océane Nicole. Bonsoir Océane, rapidement, très clairement, demain, le laps de temps, c'est 9h30, 10h à peu près. Exactement, ce sera l'entrée de ce cessez-le-feu qui a donc été décidé par ce gouvernement. Vous le disiez, une décision extrêmement difficile, c'est d'ailleurs le mot qu'ils n'ont pas arrêté de répéter pendant cette conférence de presse, que ce soit Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant ou Benny Gantz. Une décision difficile mais bonne pour sauver des vies, c'est ce qu'ils ont dit, puisqu'à partir de demain, dans cet accord, il y aura 50 otages qui vont être libérés à raison de 10 environ par jour. Ça va s'étaler sur 4 jours, ce cessez-le-feu. Donc normalement, il commencera demain, vraisemblablement en effet aux alentours de 10h. Ça a été confirmé par le Hamas via le Qatar, donc ça n'a pas confirmé, mais on imagine que ce cessez-le-feu, ce sera donc bien dans la matinée, et logiquement, ça va s'étendre jusqu'à dimanche. David Barnea, le chef du Mossad, a reçu la liste. C'est ce qui a d'ailleurs été décidé dans cet accord, que le Hamas donnerait la veille la liste à Israël, la liste des noms de ceux qui seront libérés le lendemain. Donc David Barnea a reçu, il y a un petit peu moins de 30 minutes maintenant, la liste des otages qui seront libérés demain. Évidemment, on n'a pas eu accès à cette liste, mais en tout cas, il va donc y avoir des otages, vraisemblablement des femmes, des hommes qui vont donc être libérés demain. Eitan Dangot, essayez de nous transposer pour que les téléspectateurs comprennent ce type de décision. Vous étiez également, alors vous avez été général, mais juste avant d'être général, vous étiez attaché militaire des ministres de la Défense. Quand une telle décision est prise, comment ça se passe et qui prend la décision ? C'est une question très importante parce que c'est une question qui mène aux décisions les plus critiques dans le domaine de la défense et de la diplomatie. Ce sont des moments très difficiles parce qu'en fin de compte, il s'agit d'hommes et de femmes et donc il se base sur des avis des services de sécurité qui mènent la bataille, qui sont basés, c'est Tzahal qui est sur le terrain et donc qui fait l'analyse opérationnelle. Il y a le Shin Bet, le Mossad et parfois aussi d'autres services de sécurité et le travail de décision qui est prise par la Premier ministre ainsi que, disons, des cercles comme le cabinet. Le travail de rapport, qui est pour résumer les avis, c'est le Conseil de sécurité nationale. Parfois, il y a des tensions entre les services de sécurité, il y a des désaccords. Parfois, l'opinion de ce service n'est pas unique. D'ailleurs, il ne faut jamais qu'il y ait une opinion unique, parce que si on a une opinion unique, on devient prisonnier de quelque chose qui empêche une certaine
certaine flexibilité de pensée qui est essentielle pour prendre ce type de décision. Parce qu'en fin de compte, ces décisions, c'est une décision entre plusieurs alternatives. Et ces alternatives prennent en compte la capacité que nous avons, nous, en tant que pays, d'atteindre des objectifs. Il y a l'opinion publique, il y a tous les éléments. D'abord, il y a la signification de ces décisions face à l'ennemi et aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Israël doit agir dans un cadre très restreint sur le plan international. Nous ne sommes pas un empire, nous ne sommes pas toujours bien aimés dans le monde. Sur certains plans, nous sommes très limités. Et donc, il ne suffit pas de faire preuve de force. Nous n'avons pas, même si nous sommes forts, nous avons toujours besoin d'une légitimité internationale. Le monde est en train de changer, les guerres changent, et donc l'opinion publique a elle aussi changé, l'opinion internationale. Donc c'est vraiment des moments extrêmement tendus, puisque ce sont des décisions qui décident de la destinée d'une nation. Par exemple, lorsqu'il y a eu la deuxième guerre du Liban, le bombardement de la centrale nucléaire en Syrie, il y a eu il y a eu plomb durci, il y a eu plusieurs événements où on a eu ces moments-là. Et à ce moment-là, vous vous dites, Dieu merci, je peux participer à ces événements historiques, mais on peut aussi demander à Dieu de nous aider à prendre cette décision. Tout le poids repose sur ces hommes et c'est un poids très lourd et ce sont aussi des hommes politiques. Donc parfois on voit aussi que la politique a un impact sur leur manière d'approcher les choses. Mais en fin de compte, on peut penser en termes politiques, mais ce qui compte le plus, c'est le peuple, son unité, c'est le peuple qui a un impact et pas la politique politicienne. Merci de cette réponse effectivement extrêmement détaillée et j'aimerais justement, ça me permet de poser la question à A. Merci d'être avec nous. Le général Dangot disait à l'instant que la guerre évolue, que les techniques évoluent et selon la plupart des témoignages, le corps des blindés, le corps des tankistes réalise un travail incroyable, quasiment du jamais vu. Bien évidemment, vous allez être d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie concrètement? Vous étiez, je précise, lors des dernières semaines dans la bande de Gaza. Effectivement, ces dernières semaines, nous étions dans la bande de Gaza et notre puissance est une puissance comme je ne l'ai jamais vue par le passé. Nous essayons bien sûr de protéger les fantassins, nous sommes un soutien pour qu'ils soient le plus protégés possible et je parle avec beaucoup de mes camarades qui sont dans des unités de fantassins qui parfois méprisaient un peu les blindés et qui comprennent à quel point c'est important. Et effectivement, nous avons le sentiment de soutenir les combats du mieux possible. Alors c'est assez incroyable parce qu'en préparant cette émission, j'ai vu un haut gradé qui est en période de réserve qui disait mon fils devrait s'engager ou devait s'engager dans une unité d'élite d'infanterie, mais par rapport à ce que je vois actuellement dans la bande de Gaza, je lui dirais de s'engager pour le corps des blindés. Ça vous fait quoi d'entendre cela ? C'est assez effectivement étonnant, mais effectivement, après ce qu'on a vu sur le terrain, ça n'est pas si étonnant que ça. Effectivement, il y a plein de soldats qui viennent voir les chars et qui veulent expliquer comment ça fonctionne, qui veulent qu'on leur explique comment ça fonctionne. Donc je suis très heureux que des gens soient attirés par le corps des blindés. Général Dangot, quand vous entendez ce type de réaction, ça vous fait quoi ?
J'aimerais vous dire que lorsque je vois qui se trouve ici et qui vient du champ de bataille, alors qu'il y a encore des milliers de soldats qui sont dans la bande de Gaza, qu'on soit à bord d'un char, qu'on soit un fantassin, qu'on soit dans le corps du génie, qu'on soit dans l'artillerie, la valeur ajoutée, en fin de compte, qui nous mènera à la victoire, c'est l'esprit et les hommes et les femmes qui sont là. Et comme quand ils sont ensemble, il y a en fait un total qui est plus grand que ces éléments. La somme est plus grande que les éléments. Alors, ce qui compte, au-delà des outils, au-delà des moyens, ce sont les hommes qui sont derrière ces fusils, qui voient ses camarades dans le char, qui sont dans le transport de troupes mer. C'est eux qui créent l'esprit qui mène l'État d'Israël. Et c'est cette génération c'est la génération de la victoire. Lorsque je vois ce qui se passe sur le terrain, le niveau de professionnalisme des combattants, les officiers, les commandants de compagnie, les commandants de bataillon. Moi qui ai fait des dizaines d'années de service militaire, je peux dire que l'armée d'Israël a une génération de combattants et de commandants dans lesquels on peut faire entièrement confiance et qui nous permettent de dormir tranquille. Le 7 octobre n'aura plus jamais lieu. Pour être sûr que cela n'aura plus jamais lieu, c'est grâce à ces gens-là. Et vous vous rappelez en 2006, vous vous rappelez de 2014, où nous n'avons pas assez exprimé notre puissance, mais ça n'était pas à cause des combattants, c'était à cause de la gestion. Et nous ne pouvons pas juger le présent par rapport au passé, mais on voit aussi l'unité des forces, la conjugaison des forces avec ce combat en zone urbaine. Et comme Israël n'a pas choisi de changer de conception au cours des 8 ans et à mener une guerre préventive, c'est pour cela que nous sommes dans une situation où on voit le travail formidable de ces manœuvres. Et je suis sûr que le Hezbollah, quand il nous voit, je sais que le Hezbollah a ses points forts, mais quand il voit la manière d'agir de Tsahal, je pense que le Hezbollah réfléchit à 2 fois avant de vouloir se lancer dans une bataille face à Tsahal, et l'Iran c'est la même chose. Et dans la bande de Gaza, on maximise les capacités de combat en zone urbaine en se focalisant sur les missions et l'unité dans le combat. Et il faut continuer à dire que c'est une opération qui doit se poursuivre lentement avec des succès progressifs. Sans patience, nous passerons à côté. Donc nous avons encore besoin de temps pour accomplir cette mission et nous l'accomplirons. Le Hamas ne sera plus dans la bande de Gaza et il faut surtout protéger nos soldats. Ce qui m'a surpris, et également en préparant cette émission, c'est cette qualité de communication. C'est presque du jamais vu entre tous les corps d'armée. C'est-à-dire qu'au moment où vous voyez une cible, vous me disiez hors antenne qu'il vous faut à peine quelques minutes pour connecter l'armée de l'air, l'infanterie, le corps des blindés. Expliquez-nous. Cette fois, encore une fois, alors c'est ma première guerre, je ne peux pas comparer, mais on voit à quel point cette communication est importante. Effectivement, on en a parlé, c'est-à-dire que si on entend à la radio qu'il faut bombarder, eh bien en une seconde, on est dans les chars et en quelques minutes, on est sur le terrain, sur la base des renseignements fournis par les renseignements militaires, et en quelques minutes, on peut aussi
aussi permettre à l'armée de l'air d'attaquer pour avoir une couverture très très précise et très très rapide. Alors je peux vous dire qu'au moment où moi-même j'étais à Gaza avec les forces de l'académie de Bislar, c'est-à-dire l'unité de l'académie militaire, au moment où on est sorti du véhicule transporteur de troupes, un tank est rentré en action et a atteint une cible parce qu'elle avait repéré visiblement un ennemi. Est-ce que ça, votre travail aussi, c'est du 24-24, c'est-à-dire que le jour comme de nuit, vous êtes en activité, vous vous arrêtez jamais finalement? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en permanence, il y a quelqu'un dans le char. Alors, moi, je suis paramédic, donc nous sommes 5 au lieu d'être 4, comme d'habitude dans un char. Mais nous sommes en uniforme, avec nos bottes 24 heures sur 24. En 10 secondes, nous sommes prêts à remonter dans le char. Et tout notre bataillon fonctionne ainsi. Nous sommes prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour réagir en moins d'1 minute. Nous pouvons être sur le terrain. La nuit, vous voyez quelque chose? Oui. Sans rentrer dans les détails, bien évidemment, parce que effectivement, on voit des grenades éclairantes dans le ciel. J'imagine que ça vous permet effectivement de voir ce que l'ennemi ne voit pas. Oui, nous avons aussi des renseignements et on a aussi nos moyens technologiques pour voir la nuit. Nous sommes beaucoup plus forts qu'eux et nous sommes bien meilleurs. J'avais juste une question de savoir, est-ce que vous êtes fiers de savoir que vous êtes en train de protéger, je vous l'avais dit, mais j'aimerais que vous leur expliquiez quand même, de savoir que vous protégez ceux qui sont en dehors du tank. Oui, bien sûr, cela ne fait aucun doute. Mais de la même manière que moi je les protège, ils me protègent. Ils me donnent des renseignements, par exemple que quelqu'un est caché dans tel ou tel bâtiment. Alors moi j'ai plus de puissance avec mon char et j'ai plus de puissance de feu, mais ils me protègent dans la même mesure. C'est complètement mutuel. Lorsque le Hamas diffuse des images de propagande où on voit énormément de missiles anti-chars qui partent, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes protégés? J'aimerais dire que oui, j'espère que oui. Et je vous donne la parole juste dans un instant, Général Dangot. Ça sera ma dernière question, parce que je sais que de nombreuses mères de famille qui parlent français ont des enfants toujours dans la bande de Gaza et notamment qui servent dans les tanks. Votre premier appel à votre maman, c'est pour lui dire quoi? On dit toujours que tout va bien. Toujours, voilà, même quand on est un peu craintif, on dit toujours à maman que tout va bien. Ben voilà, c'est magnifique. C'est peut-être la force, effectivement, et cette détermination. Vous vouliez rajouter un mot, Général Dangot? Oui, je voulais dire par rapport à vos questions que c'est cela qui rend l'État d'Israël fort, parce que nous sommes face à un ennemi meurtrier qui ne respecte aucune règle. On l'a vu le 7 octobre, c'est un ennemi très inattendu et qui ne veut que faire couler le sang des Juifs et détruire l'État d'Israël. Donc face à cela, l'État d'Israël, qui fait partie de la communauté des nations modernes avec des valeurs millénaires, utilise ses capacités technologiques et tout cela s'exprime. Et c'est ce que vous avez demandé, ces capacités technologiques que le monde regarde aujourd'hui. Ce sont des milliers d'heures de travail des membres des services de sécurité qui adaptent ces technologies à Tzahal pour agir
d'agir dans un tel environnement. La deuxième chose, en fin de compte, cette combinaison des différents corps d'armée, alors il ne faut pas encore faire de conclusions, hein. Je ne ferai de conclusion que quand on aura atteint les objectifs, mais cette capacité d'exprimer, disons, au niveau du bataillon et avec toutes ces capacités, ces possibilités différentes d'agir, avec une capacité d'agir très rapidement face à l'ennemi. Mais en fin de compte, ceux qui sont sur le terrain, c'est justement cette capacité d'intégration qu'on a entre les fantassins, les blindés, l'armée de l'air, et c'est cette capacité qui permet d'exprimer ce dont on travaille depuis des années. C'est là l'avantage de cette armée de terre qui va continuer à faire ses preuves par la suite. Merci beaucoup, général. Et maman, c'est le vrai général. C'est elle qui mène le combat. Généralement, on dit que ce sont les femmes, effectivement, qui sont les vrais généraux. Il en manque d'ailleurs des femmes généraux. Ça ferait du bien à l'état-major des armées de manière générale. Merci à vous, général Dangot. Je sais que vous êtes pressé parce que vous devez aller à la chaîne anglaise. Merci et comme le veut la tradition en hébreu, c'est les shalom, vetarzor les shalom, c'est-à-dire partez en paix et revenez en paix, quelle que soit votre mission dans Gaza ou autour. Merci à vous, bon retour. Alors on continue cette émission et on va voir les détails tout autour de cet accord justement qui a été profilé entre le Qatar, l'Égypte, Israël et le Hamas. Les détails, regardez et on en parle juste après. L'accord pour la libération des otages a été approuvé. Le chef du Mossad, David Barnea, s'est rendu au Qatar ce mercredi pour en finaliser les derniers détails. Quelles en sont les conditions connues pour le moment ? 50 otages israéliens devraient être libérés, 30 enfants, 8 mères et 12 femmes, tous israéliens et tous vivants. Ils seront relâchés par petits groupes d'au moins 10 par jour. Leurs noms devront être annoncés par le Hamas à la veille de chaque libération. En échange, un cessez-le-feu de 4 jours entrera en vigueur ce jeudi et Israël s'engage à libérer 150 prisonniers palestiniens, uniquement des femmes et des garçons mineurs qui n'ont pas été retenus coupables de meurtre. Dans le cas où le Hamas libérerait plus de personnes, pour chaque otage, 3 prisonniers palestiniens supplémentaires seront relâchés par Israël. Et pour 10 otages libérés, le cessez-le-feu sera maintenu un jour de plus. Autre condition de cet accord, les drones de Tsahal cesseront leur activité au-dessus de la bande de Gaza pendant 6 heures chaque jour de ce cessez-le-feu. La Croix-Rouge sera par ailleurs autorisée à rendre visite aux otages, toujours détenus, et leur fournir des médicaments. On sait également que les otages seront transférés en Égypte via le point de passage de Rafah et que le groupe terroriste refuse pour le moment la libération des soldats, des hommes et des corps des otages décédés. De son côté, Israël fera aussi entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 4 camions de carburant, 4 camions de gaz et 200 camions de matériel humanitaire par jour. Tous les enfants et leurs mères n'étant pas détenus par le Hamas, le groupe terroriste devra profiter de ce cessez-le-feu pour les localiser. Et s'il n'y parvient pas, il devra compenser en libérant d'autres femmes. Cet accord a suscité un vif débat au sein de l'opinion publique israélienne et parmi les politiciens de la coalition. Certains estiment qu'il sera difficile pour les soldats de Tsahal de reprendre les combats une fois la trêve terminée. Des accusations rejetées par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Nous sommes en guerre et nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. Éliminer le Hamas et ramener tous nos otages. Nous veillerons également à ce qu'il n'y ait aucune entité à Gaza qui menacerait Israël. Le Hamas, de son côté, affirme que malgré cet accord, il gardera le doigt sur la gâchette. Alors, cet accord va imposer de facto aux soldats de l'armée israélienne d'être en position statique pendant au moins 4 jours, voire peut-être 10. Nous avons voulu savoir exactement ce qui se passe dans la tête de ces soldats lorsqu'ils sont normalement en train d'avancer et qu'on leur donne l'ordre, tout simplement, d'arrêter. Merci, capitaine de réserve Ziv Drucker, d'être resté aussi tard avec nous. Vous avez combattu bien évidemment avec les forces militaires lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014. Vous êtes issu de l'unité d'élite du génie militaire Yahalom. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où, à l'époque en 2014, lorsque vous étiez en train d'avancer, eh bien on vous dit stop, là il faut s'arrêter?
אז בעצם השינוי שקורה מתחיל בעצם מהפקודה שמגיעה. ברגע שאנחנו מקבלים את הפקודה, אנחנו בעצם מתחילים להתבצר ובעצם לבנות מגננים. Le changement commence dès qu'on reçoit l'ordre et on reçoit ensuite, voilà, on va nous rapatrier en armement, en munitions, en nourriture pour voilà remplir les batteries aussi de tout notre matériel. On va ומתחילים להכיר את השטח ואת האזור יותר טוב ואת כל השטח שאנחנו נמצאים בו. זאת הרגשה קצת מוזרה למען האמת, כי מצד אחד אתה קצת נח וקצת צוחק פתאום וקצת אוכל יותר טוב, ומצד שני אתה בלחימה, יש הפסקת אש ואדרנלין מאוד גבוה, ולמען האמת גם בצוק איתן כבר קרה יותר מפעם אחת הפסקת האש... Un instant, סליחה, יש לנו בעיה טכנית בתרגום, אני אשמח אולי שאנחנו נטפל בזה, on va essayer de régler le problème technique avec la transmission et la traduction. Un instant, pendant qu'on est en train de régler le problème. Océane, rappelons quand même ce qui va se passer plus ou moins au cours des prochaines heures. Eh bien, ce sont donc cet accord qui devrait rentrer en vigueur donc demain matin, une décision extrêmement difficile qui a été prise. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu du Yoav Gallant et de Benny Gantz, où il y aura donc 50 otages israéliens qui vont être libérés au cours des 4 jours à raison de 10 otages par jour. Pendant ce temps-là, il y aura donc un cessez-le-feu, on l'a dit, ça veut dire qu'il n'y aura plus de frappe de l'armée de l'air dans la bande de Gaza, et ça veut dire que les troupes qui sont actuellement et qui mènent leur opération terrestre depuis maintenant près de 3-4 semaines dans la bande de Gaza, eh bien vont s'arrêter, mais elles vont quand même rester dans la bande de Gaza, mais les forces israéliennes ne vont pas opérer, donc c'est là où ça peut évidemment être dangereux. Il va donc y avoir ce cessez-le-feu, ça va commencer demain. Ce que l'on sait, c'est que à chaque fois la veille, il y aura une liste avec les noms. On sait que David Barnea a reçu cette liste, le chef du Mossad. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce seront des femmes, des enfants qui passeront par le point de Rafah, c'est donc dans le sud, le point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et de là, de l'Égypte, ils seront ramenés en Israël. Ils seront directement accueillis par des soldats israéliens de Tsahal qui ont reçu d'ailleurs des consignes extrêmement précises pour parler à ces enfants, à ces femmes, à ces personnes âgées qui ont vécu pendant 47 jours maintenant dans cet enfer dans la bande de Gaza aux mains du Hamas. Et normalement, vraisemblablement, eh bien, ça va se dérouler en 4 fois. En 4 jours, ça va donc commencer demain, vraisemblablement en fin de matinée, et ça va normalement jusqu'à dimanche à raison de 10 otages par jour. Cela ne concerne que le Hamas, c'est-à-dire que ni le djihad ni les autres organisations terroristes ne sont concernées. Et c'est là où c'est important de le noter, on est à 236 otages actuellement dans la bande de Gaza. Il y en a qui sont détenus aux mains du Hamas, il y en a qui sont détenus par le djihad islamique, et il y en a qui sont détenus par les civils, et c'est là où c'est un petit peu inquiétant parce que soi-disant le Hamas ne sait pas où ces otages se trouvent, le djihad islamique affirme la même chose, donc ça risque d'être compliqué malheureusement et de compliquer encore plus les choses pour pouvoir les ramener, mais et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs dit ce soir dans cette conférence de presse, tous les otages, c'est aussi l'objectif au-delà d'éradiquer le Hamas, c'est évidemment l'objectif numéro 1, éradiquer le Hamas, mais aussi ramener tous ces otages ici en Israël, et ça va donc, on l'espère, commencer donc demain. Merci Océane. En attendant, alors nous avons pu suivre grâce à l'association d'aide aux blessés de guerre et aux soldats qui souffrent de syndrome post-traumatique, 3 soldats blessés de guerre le 7 et le 8 octobre. Ils ont été pris en charge par l'association Belev Echad aux États-Unis. C'est exclusif pour Défense. Regardez. Loin d'Israël, loin de la guerre. Ces soldats ont été blessés les 7 et 8 octobre dernier au cours des 2 premiers jours des massacres du Hamas. C'est aux États-Unis que l'on retrouve ces soldats, en civil, invités par l'association d'aide aux blessés de guerre et atteints de syndrome post-traumatique, Belev Echad. Tout a commencé le 7 octobre vers 7h30. Ma mère m'a réveillé en sursaut en me disant « Daniel, c'est la guerre ». J'ai commencé à me préparer. Je commence à voir des choses que je n'aurais jamais pensé voir, des horreurs.
J'ai pensé que les terroristes allaient sous peu arriver chez nous à Modine, entre Jérusalem et Tel Aviv. On a mis un jour pour être prêt parce que les terroristes avaient brûlé notre base. 7 de nos soldats ont été tués. Je n'ai pu combattre qu'1 heure avant d'être blessé. Une balle dans la main, des débris dans les yeux. Il raconte que les premiers jours, il était entouré. Mais après 2 semaines de soins et d'hospitalisation, il se retrouve seul, avec des pensées de guerre laissées à la frontière avec Gaza. C'est justement cette solitude qui est venue combler l'équipe de Belev Echad. Comme Daniel, Jonathan a lui aussi été grièvement blessé. Quand le missile a touché mon tank, je ne voyais plus rien. Il y avait de la fumée blanche. Mon visage était brûlé par les flammes. Quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, cela me faisait terriblement mal. Il y avait de la fumée de partout. Mon commandant m'a dit qu'un missile nous avait frappé de plein fouet. Je leur ai dit que j'avais été touché et je ne voyais plus rien. On a commencé à m'évacuer. Mon officier était aussi blessé. 2 débris s'étaient plantés dans son dos et dans sa nuque. Le reste de mon équipe était saine et sauve. Quand j'ai passé un scanner, on m'a trouvé 3 fragments de missiles dans l'œil gauche et un au-dessus dans l'œil droit. Depuis, Jonathan passe d'opération en opération. 3 en tout, dont celle de la cataracte. Il ne voit que d'un côté d'un œil. Au-delà du soutien moral apporté par Belev Echad, l'association a pris en charge le financement des soins pour un 2e avis médical aux États-Unis, en espérant qu'il retrouve l'usage de ses yeux. Yarden sert dans les rangs de la brigade d'infanterie Golani, 13e bataillon, en première ligne face aux terroristes du Hamas le 7 octobre. Son récit du déroulé des faits est glacial. On court tous vers le Namer, le véhicule transporteur de troupes. On est prêt à tout. Notre officier nous informe que 4 terroristes se sont infiltrés en Israël. On se rend sur place et nous sommes accueillis par des tirs de Kalachnikov. L'un des terroristes essaye d'ouvrir la porte du Namer. Nous parvenons à neutraliser un terroriste. Un 2e prend la fuite. Nous le prenons en chasse, mais avant d'atteindre sa position, nous sommes atteints par un missile anti-char. La plupart des mitrailleuses sont hors d'usage. Les soldats à l'intérieur du véhicule se retrouvent alors seuls, livrés à eux-mêmes, face à plus de 150 Nourba, l'unité d'élite du Hamas. Des terroristes tirent dans tous les sens. Un soldat est touché à l'épaule et à la main. Face à nous, une vue absurde. 40 terroristes se dirigent droit vers nous, 20 par pick-up, dont 2 pick-up. Une explosion nous frappe. Notre véhicule est hors d'usage. Ils nous tirent tous dessus. Mon ami, Matan Abergel, malgré le danger, sort sa tête du véhicule pour évaluer la situation. Il prend une balle dans l'œil et s'effondre. Et là, une grenade tombe dans le véhicule. Matan nous demande pardon avant de se jeter sur la grenade qui explose. Matan meurt sur le coup. Il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Je continue à tirer. Je récite la prière du Shema Israël et je demande à Dieu de me protéger. Je jette un œil à l'extérieur du Namer et je vois un terroriste avec son arme pointée vers moi. Je tire le premier et je l'abats. Je retourne dans le véhicule pour souffler, mais on nous jette une 2e grenade qui tombe entre mes jambes. Je décide de la dégager avec le pied. Elle explose et les débris me blessent aux jambes, aux bras et au visage. Blessé, il soigne l'un de ses frères d'armes à l'aide d'un t-shirt qu'il transforme en garrot. Mais son calvaire n'est pas terminé. Une grenade lacrymogène tombe dans le véhicule. Je ne vois plus rien. Je n'arrive plus à respirer. Je vois la mort qui me tend les bras. J'ouvre la porte du Namer pour respirer. Un terroriste me fait face et je l'abats lui aussi. Yarden sera sauvé 1h30 plus tard, pendant laquelle le véhicule est pris pour cible par des missiles RPG et des tirs de Kalachnikov. Aujourd'hui, sur ses 2 pieds, il remercie l'association Belev Echad de lui redonner goût à la vie. Une vie célébrée aussi en musique, dans une soirée qui leur est dédiée, pour que ces lumières éclairent justement leur vie. Et on
a retrouvé la liaison avec Ziv Drucker. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes capitaine de réserve de l'unité d'élite Yahalom. Vous avez combattu pendant Bordure Protectrice. Merci d'être resté aussi tard et désolé des problèmes techniques. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir ce qui se passe dans la tête des soldats lorsque on vous demande, à vous, alors que vous êtes en train d'avancer, véritablement de mettre un terme à vos opérations. C'est effectivement une bonne question. Parce que effectivement, ça peut créer de la confusion parce qu'on avance et d'un autre côté, on vous dit, voilà, de baisser le niveau d'énergie en fait. Donc, quand on reçoit l'ordre, tout commence par cet ordre, et ensuite on nous demande effectivement de nous retirer. Nous recevons aussi de nouvelles réserves de nourriture, d'armement, de munitions. On recharge les batteries du matériel, on se prépare à d'éventuels événements et on commence à connaître la zone. En fait, on explore la zone pour connaître les dangers et ce qui peut nous être favorisé pour utiliser mieux la zone. Et de temps en temps, on peut se reposer un petit peu, manger un peu mieux ce qu'on fait d'habitude. Mais effectivement, c'est un peu, ça crée de la confusion. Parce que en théorie, on n'est pas censé combattre, on est censé se reposer. Il faut bien sûr être sur le qui-vive, mais ça reste une guerre. C'est-à-dire le niveau d'adrénaline reste assez élevé. On l'a vu d'ailleurs dans Bordure Protectrice que le Hamas a violé le cessez-le-feu. Hadar Gulin a été enlevé une heure après le début du cessez-le-feu. Il y a plusieurs fois où on a eu des batailles avec terroristes pendant le cessez-le-feu. Donc, d'un côté, vous ne combattez pas, mais voilà, ça crée une situation un peu confuse. Mais en fin de compte, voilà, nous accomplissons la mission qui nous est confiée. Alors c'est ça le problème, parce qu'effectivement, aucune armée régulière n'aime être statique. Parce que c'est le vrai danger pour les soldats lorsqu'ils le sont. Ils peuvent être aussi ne pas être à l'abri des snipers ou des missiles RPG. Comment on fait? C'est-à-dire que vous passez d'une position offensive à une position défensive. Comme je l'ai dit, en fait, on se protège, c'est-à-dire on crée des défenses, on fait des petites forteresses avec des sacs de sable, on utilise par exemple des bulldozers et d'autres véhicules pour se protéger, et on se crée une position et une espèce de rempart pour se protéger. Moi, je sais que c'est ce qu'on a fait en tout cas dans le cadre de Bordure Protectrice, et effectivement, dans la plupart des endroits, ça fonctionnait. Alors, il y a eu des événements très graves pendant Bordure Protectrice, mais voilà, et c'est embêtant, mais voilà, si c'est l'ordre, voilà, nous adaptons à la situation et aux ordres. Donc voilà, on reste sur le qui-vive et il faut voilà, protéger la zone où on se trouve. Vous parliez d'adrénaline, Ziv Drucker. J'aimerais vous poser justement la question de savoir, est-ce que vous êtes capable, lorsqu'on vous arrête, puisque l'adrénaline est au sommet, à 150% pendant l'activité, elle redescend. Est-ce qu'elle est capable de repartir en quelques secondes pour être déterminée dans la mission? C'est une excellente question. Je pense que c'est le plus difficile d'ailleurs quand on est combattant. Malheureusement, comme on le voit chez nos ennemis, chaque enfant sait tenir un fusil. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de la morale, c'est de savoir distinguer l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et s'il s'agit effectivement de vous redresser dans une zone, et c'est la mission, et donc il faut se focaliser. Et si on vous attaque à un moment, et ben c'est ça qui devient l'essentiel. Donc on part de 0 à 100 très rapidement. Donc ce qui compte, ça n'est pas seulement de savoir se servir d'une arme, mais c'est de savoir se focaliser sur ce qui compte. Ça sera ma dernière question, capitaine de réserve Ziv Drucker.
vous êtes là actuellement, tranquillement, j'ose dire, tranquillement assis. Quel est votre regard sur vos petits frères, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'opérer l'unité Yahalom? On les a vus actuellement opérer toute la journée dans le tunnel creusé sous l'hôpital Shifa. Vous regardez cela comment en ces temps extrêmement compliqués pour l'armée israélienne? Une question intéressante parce que, à vrai dire, j'ai été démobilisé il y a 8 ans, donc je ne connais pas très bien les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui parce que les méthodes ne cessent de changer avec l'accumulation de savoir. Je suis sûr qu'ils sont très professionnels, qu'ils font le travail de très bonne manière et j'espère qu'ils vont continuer à le faire de manière optimale. Effectivement, Dieu merci, Dieu merci, il y a eu très peu de pertes dans notre unité, donc j'espère que ça continuera. Mais écoutez, voilà, un vœu pieux. Merci beaucoup, capitaine de réserve Ziv Drucker, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes toujours capitaine de réserve de l'unité Yahalom. Merci. Merci, bonne nuit. Et notre invité dans cette émission Défense, Arik Brabing, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien commandant de division à l'intérieur du Shabak, l'équivalent général pour l'armée israélienne, pour que les téléspectateurs comprennent avec qui nous parlons ce soir. Vous avez été en poste jusqu'en 2019. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce qu'on aimerait comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que pour vous, c'est un game changer, le fait de pouvoir arrêter des terroristes vivants à l'intérieur d'une zone de guerre, à l'intérieur de Gaza? Bonsoir à vous. En effet, l'arrestation d'activistes, des terroristes du Hamas, combattants, vivants dans la bande de Gaza, c'est très très important du point de vue du renseignement en temps réel. Cela nous permet de connaître la localisation d'autres de leurs forces, des choses sur les tunnels, les pièges et explosifs. Et le plus important, sans rentrer dans les détails, on peut obtenir aussi de l'information sur les otages, qu'ils soient vivants ou qu'ils aient été assassinés. Et cette information doit être vérifiée auprès de plus d'un élément, mais le renseignement en temps réel frais du terrain, s'il est précis et exact, c'est très utile pour nos forces, cela les préserve et nous permet de travailler de manière beaucoup plus concentrée. Jusqu'à quel point ces terroristes qu'on arrête savent finalement ce qui est en train de se passer au niveau de la chaîne de commandement du Hamas, ou alors on a affaire à des seconds couteaux? La majorité des gens qui sont arrêtés, les terroristes arrêtés, sont à des bas niveaux, mais ils savent, ils connaissent, ils sont de Gaza, ils connaissent très bien le terrain, et ils connaissent les forces du Hamas. Plus ils étaient longtemps dans ces forces, ils savent informer sur leurs commandants directs et des informations sur des commandants de plus haut niveau, et parfois c'est des gens qu'ils gardaient, même s'ils étaient au niveau de la logistique ou du combat, ils ont beaucoup d'informations que quand vous les recomposez, c'est comme une mosaïque de renseignements qui nous donne une image générale très détaillée des forces sur le terrain et d'autres choses encore. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait demain, lorsque la guerre sera terminée, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, à ce que l'armée israélienne ou le Shabak puisse rentrer dans la bande de Gaza s'il y a une bombe à retardement et exactement aller arrêter des terroristes vivants, exactement comme ce qui est en train de se passer actuellement? Ça n'est pas possible qu'à la fin de la guerre qui a lieu en ce moment dans la bande de Gaza, qui durera, à mon avis, du point de vue professionnel, parce que je connais un peu ce genre d'arène terroriste, c'est une guerre d'1 an brut. Oui, 1 an avec des entrées, des sorties, avec tout ce que nous voyons, tanks et autres, mais avec des pauses, mais avec une présence sur le terrain. Mais après, si Israël n'a pas une liberté d'action totale, opérationnelle, sur le terrain,
pour ramener, quand nous le souhaitons, de toute méthode possible, des terroristes qui ont des informations, c'est comme si on n'avait rien fait. Et donc, si nous ne restons pas sur le terrain et si nous ressortons après un très court laps de temps, quand on voudra rentrer à nouveau, il y aura plus d'opposition et de difficultés. Les autres apprendront de l'autre côté comment nous nous comportons et on retournerait en arrière. D'ailleurs, moi, si moi aujourd'hui j'habitais autour de la bande de Gaza, je ne rentrerais pas chez moi si je savais qu'en fin de compte, Tzahal ressortirait. Mais faire s'effondrer l'effondrement du Hamas n'était pas fait jusqu'au bout. Pour le réaliser, il faut qu'on reste sur le terrain, exactement comme c'est le cas en Judée et en Samarie. Vous avez de la bouteille, Eric Breibing. Plus de 30 ans de carrière. Vous connaissez parfaitement Ronen Bar, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, Benny Gantz également. Est-ce que vous les pensez suffisamment capables de relancer les combats après cette trêve ? Je fais confiance à ces trois personnes que vous avez citées, que je connais. Une partie ont été mes commandants, d'autres des collaborateurs au Shabak, certainement Ronen Bar. Ce sont des gens extraordinaires. Il n'y a personne de meilleur qu'eux et pour savoir ce qu'est le combat contre le terrorisme. Je sais qu'il y a un sentiment de responsabilité, tant pour le chef du Shabak, qui comprend l'importance de la situation, de la crise que vit aujourd'hui le Shabak à cause de la situation où nous n'avons pas alerté en temps et en heure. Il n'y a pas de personne meilleure et plus professionnelle pour mener ce processus aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut que ce soit ces personnes qui continuent tant au cabinet qu'au niveau opérationnel, au Shabak et dans le renseignement de Tzahal durant cette guerre. Une fois qu'on aura des résultats plus importants et que nous verrons une véritable baisse du quantité de l'action du Hamas dans la bande de Gaza de manière dramatique, surtout quand on aura détruit les dirigeants, on aura découvert beaucoup d'armements et d'autres points de lancement, on pourra alors commencer à réfléchir à une remise en place des ressources humaines, mais c'est pas le moment maintenant. Maintenant, il faut nous concentrer uniquement sur le retour des otages et sur obtenir les résultats des objectifs de guerre, qui est l'effondrement total du contrôle du Hamas de la bande de Gaza. Et pour vous, ce deal, il n'est pas pour laver sentiment de culpabilité de la part du chef d'état-major et du chef du Shabak? Je ne pense pas. C'est une obligation juive, morale, humaine de notre part face aux familles. Je rappelle que lors du premier accord, nous parlons d'enfants, de femmes, de personnes âgées. J'espère qu'il y aura aussi des blessés ou des malades qui doivent absolument sortir de là où ils se trouvent. Et à ce propos, je pense que le prix qui a été entériné hier par le cabinet est tout à fait logique et équilibré dans un environnement chaotique, totalement déséquilibré, où le bien et le mal, tel que nous le comprenons, ce n'est pas le bien et le mal que comprend le Hamas. Il est donc très important de réaliser ce deal et je pense que sans progresser sur le domaine des otages, nous aurons trop de limitations dans l'utilisation de la force militaire et de renseignements opérationnels parce que nous ne savons pas exactement où ils sont. Donc moins il y aura d'otages et plus nous aurons de renseignements, ainsi nous pourrons rééquilibrer la situation complexe où nous nous trouvons. Ça sera dans ma dernière question et vous n'êtes pas devin, Eric Breibing, mais vous avez quand même plusieurs dizaines d'années d'opérations sur le terrain. Yahya Sinwar, est-ce que le Shabak est capable de le trouver maintenant? On peut trouver quiconque, partout dans le monde, que ce soit le Shabak, que ce soit le Mossad, que ce soit d'autres éléments. Dans une situation chaotique de guerre comme celle que nous vivons actuellement, c'est très complexe, très compliqué. J'estime, contrairement à d'autres spécialistes, qu'il sait très bien ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je vous garantis qu'il le sait. Il est prêt comme dirigeant à payer le prix parce que, à la fin de cette guerre, qu'il vive ou qu'il meure, il sera conçu comme le dirigeant islamiste qui a causé à Israël et à l'État d'Israël le pire dommage depuis la création de cet État.
Mais je crois aussi que nous continuerons à le poursuivre où qu'il se trouve et que nous arriverons à lui. Je ne connais pratiquement personne de terroriste et surtout pas des grands terroristes comme lui qu'on n'a pas liquidé. On sait toujours où ils sont, on savait où ils étaient, mais souvent les politiques ne nous ont pas permis d'agir. Et pour que les téléspectateurs comprennent qui sont nos invités ici dans l'émission Défense, je crois ne pas me tromper en disant, puisque je vous connais, Arik, aucun terroriste qui était dans votre ligne de mire n'a réussi à vous échapper. Tous ceux qui sont impliqués, de manière directe ou indirecte, il y a deux options. La plus simple, qu'ils lèvent les mains et se fassent arrêter. La deuxième, encore plus simple, c'est qu'ils se battent et soient tués ou que l'on le liquide sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je vous le dis parce que c'est notre obligation, c'est notre devoir de liquider tous ces dirigeants qui sont pires que des animaux, qui ont pris leur peuple, mais encore plus le nôtre, vers des situations impossibles. Ils paieront le prix. Ça prendra du temps, ce sera un travail dur. Et la Palestine dans la bande de Gaza et dans d'autres endroits du monde. Ils ne pourront plus dormir en paix. C'est responsable de cet horrible massacre. Merci, Arik Brabing, d'avoir été avec nous. Et nous enchaînons, nous allons de Tel Aviv à Paris pour vous retrouver. Françoise Imré, merci, un diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France. Vous êtes avocat également, Françoise Imré. Merci d'être resté aussi tard avec nous. Je vous ai demandé d'intervenir dans l'émission de Défense parce que, effectivement, beaucoup de déclarations au cours des dernières semaines de dirigeants dans le monde pour demander à Israël de ne pas s'en prendre à des établissements civils. Et ma première question, et je m'adresse tant à l'ambassadeur de carrière qu'à l'homme de loi, lorsque, Maître Zimré, un hôpital, une école, une mosquée est bourré d'explosifs, de roquettes, de mines antipersonnelles, est-ce que ça reste un lieu civil ou une cible légitime en temps de guerre ? Le droit international est très clair. Lorsque un lieu comme ceux que vous avez mentionnés sert à conserver des armes et sert à attaquer aussi, de toute évidence, il perd sa caractéristique de lieu civil et de lieu protégé. Est-ce que dès lors il faut nécessairement le bombarder et comment il faut le faire? C'est une autre question. Mais la réponse juridique est clairement ces sites perdent leurs caractéristiques et leurs qualifications au regard du droit international dès lors qu'ils sont détournés de leur finalité. Et moi, je voudrais à ce sujet faire un commentaire. J'ai vu ces tunnels que vous avez montrés. Nous connaissions leur existence depuis longtemps. Pour ce qui me concerne, et comme la plupart des gens, je ne les avais jamais vus avant que leur réalité soit dévoilée, leur matérialité soit dévoilée par les images que nous avons sous les yeux. Et ce qui me paraît évident, c'est que ceux qui travaillent dans cet hôpital, et en particulier ceux qui coopèrent à l'action purement hospitalière, je pense à un certain nombre d'organisations non gouvernementales, je pense à certaines agences des Nations Unies. Je pense aussi au Comité international de la Croix-Rouge, qui a plus de 120 personnes présentes en permanence à Gaza, ne pouvaient ignorer l'existence de ces tunnels et plus généralement l'existence du détournement d'une partie de ces équipements de santé de leur finalité. Et se posera un jour la question des complicités, des omissions fautives, des non-dénonciations de crimes, de tous ceux qui savaient et qui n'ont pas fait rapport de ce qu'ils savaient auprès du siège de ces organisations. Pour le dire autrement, ou bien ces organisations savaient ce qui se passait à Gaza, ou elles ne savaient pas. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement grave. Lorsque, c'est très important, votre clarification, maître, parce que j'ai eu la possibilité d'entendre un enregistrement pour des raisons de sécurité, on ne va pas dire dans quelles circonstances, entre un membre de l'hôpital
Shifa, en l'occurrence de la direction de l'hôpital Shifa, et un officier supérieur de l'armée israélienne. Et le directeur de l'hôpital dit « Je n'avais pas vent de ce tunnel, je ne savais pas où il était et son existence. Mais lorsqu'un pick-up de l'unité Nourba, qui est bourré d'armes, c'est un véritable arsenal de guerre, masque l'entrée de ce tunnel, est-ce qu'on peut véritablement le croire lorsqu'il dit « Je ne savais pas ». D'autant plus qu'on apprend aujourd'hui que ce tunnel sortait visiblement dans une école. Je ne peux pas vous dire si on peut le croire ou pas, je ne connais pas cette personne. Et de toute évidence, on peut très bien imaginer que coexistent dans un même lieu, surtout dans un grand hôpital, des gens qui font leur travail honnêtement, civilement, avec cœur auprès d'une population qui en a besoin, et puis de l'autre, des gens qui profitent de cette situation pour s'abriter, parce que ce sont des boucliers humains et des boucliers juridiques, pas simplement des boucliers humains. Un hôpital, c'est un bouclier humain plus un bouclier juridique. Et puis, on peut imaginer qu'entre les deux, il y a des gens, des personnels qui, en réalité, font semblant de ne pas savoir, mais savent tout. Ou officiellement ne savent rien, officieusement sont au courant de tous les détails. Ça, mais c'est évidemment pas moi, dans ma position, qui peut vous le dire. Ce qui est certain, c'est que on peut pas affirmer que tout le monde le savait à tous les niveaux, mais il est difficile de croire que des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge, pour ne citer que celle-là, qui sont présents à Gaza depuis longtemps, qui travaillent en interaction très intime et très proche avec le secteur de la santé, le secteur de l'immobilier hospitalier, ignorent totalement l'existence de ces tunnels. Et plus que ça, c'est pas seulement les tunnels, c'est aussi l'utilisation de certains locaux médicaux. On a vu les images, par exemple, de l'IRM, derrière lequel des armes étaient cachées, à des fins qui sont tout à fait étrangères à l'objectif. Donc, j'ai du mal à croire, par contre, que sur la durée, et un grand nombre d'agents de ces organisations ne le savaient pas. C'est la raison pour laquelle... La question de savoir qu'est-ce que ces personnes ont fait remonter comme information au siège. Si le siège ne savait pas, c'est préoccupant. Et s'il savait, ça l'est plus encore. Exactement. Et c'est la raison peut-être pour laquelle vous avez décidé de soutenir ces familles israéliennes auprès de la CPI, qui porte plainte pour crimes contre l'humanité ? J'ai déposé plainte pour crimes contre l'humanité et j'ai demandé l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, et qui se poursuit d'ailleurs à travers les otages, ne concerne pas simplement des familles israéliennes ou le peuple d'Israël. Cela concerne l'humanité tout entière. La seconde raison, c'est que nous sommes dans une époque où l'information se diffuse très rapidement, mais le négationnisme tout autant. Et je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre doit être gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Et la finalité d'un procès, c'est aussi ça. Ce genre de grand procès historique, ça sert aussi à écrire l'histoire et à dire les choses. Et c'est pour ça, à la fois parce que ça concerne l'humanité, que ça ne doit pas être oublié, ni effacé, ni minimisé, ni relativisé, que le grand procès est utile et qu'il faut laisser à des spécialistes le soin de qualifier, de mettre les bons mots sur ce qui fut fait et de conserver les preuves. En traduction littérale en mots simples, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Merci, maître et diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France notamment au Danemark, maître Zimré, d'avoir été avec nous infiniment, d'être resté aussi tard pour expliquer véritablement en des mots simples cette situation. Merci à vous. Une dernière peut-être 10 secondes, si vous pouvez répondre en 10 secondes. Est-ce que vous pensez que votre requête, votre plainte va être recevable par la CPI ? Oui, j'ai été d'ailleurs très impressionné, comme tous les Israéliens qui étaient avec moi auprès du procureur de la Cour pénale internationale, par la qualité de son écoute, par l'intérêt qu'il portait à cette démarche, par la volonté d'enquêter vite et d'aller loin dans son enquête. Et c'est pour ça que je n'exclus pas que cette enquête aboutisse
à l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas. En tout cas, j'y veillerai. Mais pour ça nécessite aussi que peut-être un minimum de coopération de la part d'Israël. Eh bien, écoutez, le message est lancé. Merci d'avoir choisi i24 News pour l'affirmer et nous ferons également ce porte-voix de cette... en tout cas, on essaiera effectivement de pousser le message parce qu'il le faut. Merci, Maître Zimré, d'avoir été avec nous. Merci. Très rapidement, Océane, il y a effectivement encore une division en Israël au sein de la société israélienne pour cet accord, rapidement. Pour ce cessez-le-feu, tout à fait, parce que évidemment on veut tous et tous les Israéliens veulent voir tous les otages revenir ici en Israël, mais on sait que ça a un coût, un cessez-le-feu de 4 jours où on l'a entendu, les forces israéliennes vont rester statiques, donc c'est extrêmement dangereux. Et en échange, il ne faut pas oublier que Israël va livrer 150 détenus des prisonniers palestiniens qui sont ici détenus dans les prisons israéliennes pour terrorisme. C'est des gens qui n'ont pas tué, puisque ça a été la règle dans cet accord, mais qui ont voulu et qui ont eu l'intention. Et on l'a vu notamment dans l'accord avec Gilad Shalit, il y avait Yehia Sinwar qui a été libéré, et on voit maintenant le résultat. Merci Océane. Je voulais quitter absolument et nous quitter ce soir avec cet extrait parce que ça me tient à cœur. J'ai du mal, et la plupart des journalistes d'i24 News ont du mal à écouter de la musique toujours, parce que malgré toutes ces scènes d'horreur, de sang, de cadavres que nous avons vus, j'ai voulu vous proposer, si on peut commencer d'ores et déjà cette musique. Ce DJ a commencé et a rejoué après le Festival Nova. Il a perdu 7 amis, un autre est toujours en otage. We can dance. Effectivement, nous avons le droit de danser et de croire. Et à toutes sur i24 News.